L'accord de Paris adopté en 2015 a été le premier accord climatique international à se saisir de cette notion de neutralité carbone à l'échelle mondiale. Dans son article 4, il fixe cet objectif d'atteindre d'ici la moitié de la seconde partie du siècle cet équilibre entre les émissions anthropiques et la capacité de séquestration dans des puits carbone des émissions résiduelles. D'après le dernier rapport du GIEC, publié en 2018, on sait que pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré, il faudra atteindre cet équilibre, cette neutralité carbone autour de 2050. La France s'engage également dans cet objectif de neutralité carbone via la stratégie nationale bas carbone avec l'ambition de réduire par 6 ses émissions pour atteindre un niveau autour de 100 millions de tonnes de CO2 émis en 2050 et devra aussi renforcer fortement jusqu'à 3 ces puits carbone à la fois naturels et à la fois aussi sans doute des technologies innovantes pour avoir une capacité d'absorption d'environ 100 millions de tonnes aussi à l'échéance 2050. Les entreprises peuvent être neutres, évidemment. Prenons l'exemple, par exemple, d'une entreprise dans le secteur de l'électricité. Elle va pouvoir s'engager dans une stratégie de neutralité carbone en réduisant fortement ses émissions, via notamment le changement de combustible, du charbon vers du gaz, via aussi l'usage des énergies renouvelables, mais aussi par la capacité de séquestration. On imagine par exemple une capacité de capture et de stockage de CO2 via des technologies innovantes, mais ça peut être également par le financement de projets de réduction ou de séquestration en dehors de son périmètre via de la compensation carbone. La neutralité carbone s'appuie sur un ensemble d'outils et de référentiels. En matière de réduction, on peut utiliser le Science Based Target, qui permet, à partir d'un budget carbone alloué à l'entreprise, de quantifier les actions de réduction de gaz à effet de serre qu'on va devoir mettre en place. En matière de compensation carbone, une entreprise peut, par exemple, financer un projet de plantation d'arbres dans l'optique de compenser les émissions qu'elle n'a pas réussi à réduire. Et dans ce cadre, on va s'appuyer sur des référentiels qui permettent de quantifier la quantité de CO2 séquestrée par les arbres. Les bénéfices à s'engager dans une stratégie de neutralité carbone sont nombreux. Les entreprises qui s'y engagent sont en général plus rentables, plus compétitives, parce qu'elles innovent. Elles innovent d'un point de vue technologique, mais aussi organisationnel, et notamment aussi dans leurs relations avec leurs parties prenantes, leurs salariés, leurs collaborateurs tout au long de leur chaîne de valeur, mais aussi leurs investisseurs, puisque les investisseurs sont de plus en plus regardants sur leur capacité à gérer leurs risques liés au climat et puis saisir les opportunités qu'offre cette transition bas carbone. La neutralité carbone est aujourd'hui un objectif qui est universel, qui s'applique à toutes les strates de la société, que ce soit au niveau international, au niveau européen, au niveau national ou au niveau local. Elle s'applique donc également à l'ensemble des entreprises et à l'ensemble des territoires ou même des citoyens. Les territoires et les villes doivent contribuer à l'objectif de neutralité carbone. Les villes représentent aujourd'hui 1% de la surface de la planète, mais elles représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre. La neutralité carbone appelle à repenser le développement long terme des territoires en coordonnant l'ensemble des secteurs que sont la production de l'énergie, les bâtiments, les transports ou l'industrie.